connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un homme qui s'implique depuis déjà longtemps dans le milieu des non-voyants, Jean-Michel Bernier. Cette semaine encore, je suis très content de vous parler, de vous présenter quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, que je connais de nom. Le nom me disait quelque chose de par des implications que j'avais dans le milieu des personnes non-voyantes il y a quelques années. Mais ça me fait plaisir aujourd'hui parce que je sens encore une fois que je vais en apprendre sur mon invité, que je vais vous en faire sûrement apprendre aussi. Mon invité s'appelle Jean-Michel Bernier. Tout d'abord, bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin. Et merci d'accepter de participer au projet, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas beaucoup, mais c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Et comme je le fais à chaque... le but, c'est de faire un parcours, le tour de ton parcours, de faire un portrait un peu de toi. Et si tu es d'accord, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu par le début. Si tu veux bien nous dire environ vers quelle année tu es né et à quel endroit. Oui, moi je suis né à Longueuil. Ah, OK. Je suis un gars de Longueuil. En 1978, j'ai 42 ans donc. Et j'ai été à Longueuil les 12 premières années de ma vie en fait. Ma famille est originaire de Lévis, là où je réside maintenant. Et donc, à l'âge de 12 ans, pour des raisons professionnelles, mon père s'est emmené travailler à Québec, puis on a emménagé à Lévis. OK, d'accord. Donc, mais quand même né à Longueuil. Déjà, première chose que je ne savais pas. Et est-ce que tu es né d'une grosse famille? Non, on était... je dirais typique des années 70-80. Moi, j'ai une sœur aînée qui a 6 ans de plus que moi. OK. Puis une famille nucléaire, là. Mon père, ma mère et une sœur. Enfants. Une famille, 2 enfants, ouais. OK, d'accord. Et ton enfance à Longueuil, comment c'est... Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Est-ce que c'était... Oui. C'était, j'ai fait mon primaire à Longueuil, en fait. J'étais, pour ceux qui connaissent, j'étais dans le coin proche de Place des Ormeaux. Ben oui, moi en tout cas je connais, oui. Donc c'est ça, je demeurais là dans une petite maison là avec mes parents puis ma sœur, comme je disais. J'ai fait mon primaire à l'école Notre-Dame de la Garde et Lionel Groulx aussi, ma maternelle puis ma première année. Puis j'ai eu une enfance quand même heureuse dans le sens où j'avais beaucoup d'amis d'école ou dans le quartier, il y avait beaucoup d'enfants. Donc j'ai eu une enfance heureuse à Longueuil, bien que toute ma famille, mon oncle, ma tante, tout ça, on était tous dans la région de Lévis et Québec, mais on voyageait plusieurs fois par année à différentes occasions. Mais à Longueuil, j'étais quand même bien entouré aussi, là, beaucoup d'amis, puis une enfance une enfance très heureuse, somme toute. OK, puis une vie sociale bien active. Bien active, ouais, c'est ça. Et tout à fait. Est-ce que tu étais plus du type à jouer à l'extérieur ou jouer... c'était quoi les... Oui, effectivement, beaucoup. Comme je dis, il y avait beaucoup d'enfants. Fait que il y avait un rond-point de rue en cul-de-sac où tous les jeunes se ramassaient pour jouer à des guerres de fusil à l'eau ou à cachette ou n'importe quoi, ou au ballon chasseur. Donc, étonnamment, parce que je suis pas quelqu'un de très, très sportif, mais à cette époque-là, disons qu'on se dépensait beaucoup. Si je compare à des enfants, à mes propres enfants qui sont beaucoup plus devant des tablettes. Les écrans et tout ça. Là. Les écrans, ouais, c'est ça. Fait que j'étais quand même jusqu'à ce que je déménage à Lévis, en fait, je dirais. Là, en arrivant à Lévis, j'ai perdu beaucoup d'amis, évidemment, là. Donc là, je me suis refait une vie sociale, mais peut-être un peu moins... je dirais pas moins d'amis, mais bon, j'étais un peu plus vieux, on jouait un peu moins dehors, tout ça. Donc, et c'était à 12 ans, hein? Tu disais que tu étais parti à Lévis? Oui, 12 ans et demi, ouais. Est-ce que ça a été un choc? Est-ce que c'était pour toi un drame ou... Pas tant que ça.
Effectivement, c'était quand même à 250 kilomètres, ça l'aurait pu. Pour ma sœur, qui était plus vieille que moi, qui était plus dans l'adolescence, qui, elle, quittait sa gang de chums puis tout ça. Mais moi, on dirait que j'arrivais à Lévis, dans une ville que je connaissais déjà, où j'avais déjà quelques amis, ou certains cousins, cousines de mon âge aussi, avec qui je m'entendais bien. Fait que j'ai pas pris ça, ça n'a pas été un gros choc dans ma vie, malgré tout, là, je dirais. Ouais, parce que vous y alliez souvent, puis que bon, t'avais de la famille. C'était pas comme un dépaysement total. C'est ça, pas total, c'est ça. Puis je laissais peut-être pas des amis tant à la vie, à la mort que ça. Tu sais, j'avais un bon ami à Longueuil avec qui j'ai gardé contact, puis que là maintenant on se parle un peu moins parce qu'avec la vie, bon, tout ça, là, mais avec qui plusieurs fois par année, je descendais à Longueuil ou il allait à Lévis, puis on gardait contact. C'est ça, tandis que les autres amis, c'était plus comme des amis de jeu ou d'école, d'école, puis tout ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis à l'école, comment ça se passait? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait ça, l'école? Est-ce que tu aimais apprendre? Est-ce que c'était quoi les matières préférées? J'étais pas très, je dirais pas que j'étais pas bon à l'école, mais j'aimais pas ça vraiment. Le côté pédagogique puis magistral d'écouter le professeur, ce qui fait que je dirais que les matières que j'aimais le plus, c'était en général les cours à l'époque, il y avait pas d'éthique et culture religieuse, mais moi j'avais de la catéchèse ou de la morale ou la science humaine, ces choses-là, plus que les maths, mettons, ou la physique ou ces choses-là. J'aimais beaucoup le français aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature. OK. Depuis longtemps. Mais ça, c'est bien quand même, parce que combien d'élèves pour qui le français, c'était une bête noire, là? Puis d'aimer le français, en tout cas, à mon avis, à moi, ça nous facilitait un peu la vie de... Effectivement. T'es en train de se demander comment s'écrit, puis comment ça se conjugue, puis comment ça se... Puis de bien comprendre ce qu'on lit aussi. Aussi, oui, effectivement. Donc... mais bon, l'école, c'était pas quand même ta plus grande... Non, c'était pas ma bête noire, parce que justement, j'avais beaucoup d'amis d'école, comme je dis, puis tu sais, il y avait moyen de s'amuser, là, si je peux dire. Mais l'arrivée à Lévis, ça a coïncidé un petit peu avec le début de l'adolescence, puis j'imagine le secondaire qui arrivait? Ouais, c'est ça. J'ai commencé mon secondaire 1, effectivement, à Lévis. OK. Et effectivement, ça m'a changé beaucoup de mon primaire où, tu sais, dans ma classe, j'avais plus tendance à être, mettons, du côté des kings, mettons, que du côté des rejets. Tandis qu'en arrivant au secondaire, où là, je connaissais pas personne, j'étais pas forcément rejet ou intimidé ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'étais tout seul dans mon coin. Ça m'a pris un certain temps à me familiariser, si je peux dire, là, à m'intégrer, là. C'est ça, parce que là, on connaît moins de monde, puis c'est ça. Puis ça coïncide avec le secondaire en plus, qui est une nouvelle école, puis du nouveau monde. Oui, souvent, le changement déjà est pas si évident, là. Ne serait-ce que de changer d'école, même dans la même ville, là. Et est-ce que l'apprentissage, ça s'est quand même bien fait? Est-ce que ça, je veux dire, en général, là, En général, oui. J'ai toujours, tu sais, ça a toujours bien été. J'ai fait mon secondaire low profile, là. Tu sais, j'avais des bonnes notes, mais souvent fallait que j'étudie avant les examens parce que j'écoutais pas tant dans les cours que ça. Fait que si j'étudiais pas, si je me forçais pas un peu, j'avais de la difficulté. Mais tu sais, mon parcours a été pas mal sans histoire au niveau du secondaire. Tu sais, c'est sûr qu'à l'adolescence, on fait le party un peu plus, tout ça, mais ça s'est bien passé. Toujours pas de sport, toujours pas d'activité. Pas ben non, ça s'est empiré en arrivant au secondaire, je pense, parce que peut-être justement vu que je connaissais moins de monde, puis j'étais pas porté tant que ça vers les sports d'équipe. Puis non, c'est ça. J'étais plus quelqu'un qui allait beaucoup à la bibliothèque. OK, quand même. Ben oui. C'était quelque chose que plusieurs fois par semaine. Un grand lecteur de bande dessinée à l'époque, mais aussi de romans puis de toutes
sortes de types de livres. Là, j'étais intéressé à beaucoup de choses à ce niveau-là. Et est-ce que pendant le secondaire, à un moment donné, on commence à penser à ce qu'on veut faire dans la vie? Est-ce que tu commençais à avoir une idée de ça, quoi faire après le secondaire? Ou, Oui, c'est sûr qu'à 14-15 ans, je commençais à y penser un peu. Je m'orientais vers mettons, des trucs plus en lien avec les sciences humaines, là, l'enseignement, la psychologie, des choses comme ça. Puis surtout que, bon, quand j'étais au secondaire, c'est à ce moment-là que j'ai perdu la vision. Parce que là, les gens à la maison, vous aurez compris que notre invité n'avait pas de problème de vision à la naissance. Effectivement, j'avais oublié de le mentionner. Non, mais j'ai fait un petit peu exprès pour pas le mentionner. Non, effectivement, ça m'a changé beaucoup de contexte de vie à ce moment-là, c'est sûr. Moi, j'ai perdu la vue, j'avais 16 ans. C'est suite à un accident que j'ai subi à Lévis. C'est quand même un gros accident. À l'époque où justement je disais que à l'adolescence, j'étais un peu plus dans des modes de faire le party puis des affaires comme ça. Lors d'un de ces parties-là, justement, où on se lançait des défis ou quoi que ce soit, on faisait des feux sur le bord du fleuve, puis il y avait une voie de chemin de fer qui passait là. Puis on se lançait des défis, puis on était allé jouer devant le train. Puis moi, je me suis tassé avant que le train passe, mais j'étais pas suffisamment loin, ou j'étais comme pris dans le souffle du train. C'est un peu ce qu'on m'a raconté qui avait été aspiré, parce que moi, je me rappelle pas vraiment de l'accident à cause du choc, parce que le train m'a percuté, donc. Puis c'est ça qui a entraîné différentes blessures, dont une au niveau des nerfs optiques. C'est ça qui a entraîné la perte visuelle, finalement. C'est encore une fois un accident très bête qui est arrivé à l'adolescence pendant que, comme tu dis, on fait des défis, on veut se montrer brave. Hein, brave, c'est ça. Puis que ça a des conséquences vraiment fâcheuses. Vraiment fâcheuses, oui, parce que c'est sûr que suite à ça, je suis déjà bien chanceux de pouvoir en parler aujourd'hui parce que j'ai failli y rester. Puis suite à cet accident-là, j'ai été très très longtemps à l'hôpital à faire de la physiothérapie puis toutes sortes de traitements pour me remettre. J'ai fait un peu de coma suite au choc. Fait que il y a eu après ça toute une réadaptation aussi, je dirais, mettons cérébrale un peu, de se remettre de cet esprit du choc. Puis d'être capable de repenser correctement, puis de remarcher. En tout cas, ça a été j'ai été presque 1 an hospitalisé là, en centre de réadaptation à l'IRDPQ puis à l'hôpital. Là. Et quand même, hein, c'est long. C'est assez long, oui, ça a été assez long. J'ai eu des bons traitements, par contre, ça, je peux dire que je peux pas dire comment ça serait aujourd'hui, mais ça s'est produit en 1995, cet accident-là, avant un certain nombre de virages ambulatoires que tout le monde a subi, qui a affaibli, je pense, un peu notre système de santé. Moi, c'est bête, c'est plate à dire, mais je pense que je suis passé dans le bon temps. Ouais, si je peux me permettre. Là. Non, mais faut dire, les systèmes de santé, on en a recours quand on est malade, hein. Ça fait que effectivement. Forcément, sinon. On y va pas, comme on dit. Non, tout à fait, tout à fait. Puis il faut tout le temps voir le côté positif de la chose là. C'est sûr que c'est vrai qu'après, en tout cas dans les années où on est en ce moment, ce serait peut-être moins intéressant d'être hospitalisé à long terme et tout. Ouais, me semble-t-il, puis tout le processus de réadaptation. Qui s'en est suivi, où je disais, bon, j'ai fait de la physiothérapie, toutes ces affaires-là, mais aussi, simultanément, quelques mois après, j'ai commencé l'apprentissage du braille, puis toutes les technologies adaptées, qui y en avait un petit peu moins à l'époque, mais il y avait quand même des plages, des afficheurs braille, puis des ordinateurs. Je savais pas du tout quel âge tu avais, puis on est très proche quand même. Hein? Moi, je suis en fin 1975, donc on est à peu près dans la même...
dans la même tranche. Dans la même tranche, là, quand tu dis 1995, je m'en souviens un peu comment c'était dans ce temps-là. Puis effectivement, la technologie, c'était quand même, c'était pas mal intéressant déjà. Ça débutait, ouais. Juste avant qu'on en arrive à cet aspect-là, est-ce que l'aspect psychologique était bien? Est-ce que ça a été un immense choc de dire, bon là, j'ai plus de vision, C'est drôle comment ça s'est fait, parce que je dirais, tu sais, je parlais tantôt comment est-ce que mon déménagement à Lévis a pas été si pire. Je dirais que le fait de perdre la vision, sur le coup, c'est sûr que tu sais, j'avais eu un gros choc sur la tête. J'étais un peu mêlé au début, puis je n'avais pas vraiment conscience. Puis quand j'ai comme un peu plus réalisé, tu sais, j'étais quand même bien entouré. Mes parents étaient présents, ils m'ont beaucoup supporté, ma sœur, ma famille, tout ça. Fait que, puis même les amis que j'avais, tu sais, je me sentais pas seul. Puis aussi, je pense que à ce moment-là, ça faisait pas longtemps que j'avais perdu la vision, puis je vivais dans le cliché du cinéma que j'avais vu des films avec des non-voyants, puis il y avait toujours du travail, puis tu sais, ils se débrouillaient tout le temps. Tu sais, j'avais comme une perception erronée, je pense, un peu, de ce que c'était. Ben, pas totalement erronée, mais je pensais que c'était plus rose que, ben, pas rose, mais plus facile que ça l'était, tu sais. Mais la perception que les gens ont des non-voyants est souvent soit très rose ou très noire. Ou très grise, ouais, c'est ça. Donc, puis moi, j'étais là-dedans, à ce moment-là. Puis moi, je me disais, je suis bien entouré, fait que je vais aller plus du côté rose que du côté noir. Puis ce qui est pas mauvais non plus pour se stimuler à continuer. Puis, à continuer, ouais. Ben, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à aller de l'avant. Puis justement, à traverser cette épreuve-là, qui était quand même une grosse épreuve. À cet âge-là, là, à 16 ans, quand même. Aussi, c'est ça. Puis parce que je dirais que la prise de conscience du handicap visuel dans ma vie, ça s'est fait vraiment très, très progressivement. Au fil des années, je pense, où j'ai été confronté peut-être à différents obstacles que j'ai pu surmonter peut-être, mais qui m'ont quand même affiché en pleine face que là, je suis un non-voyant, puis je suis comme dans un autre clic, là, tu sais. Ouais, c'est comme un autre statut, là. C'est comme un c'est autre... ça, exact. Hein. Oui. Mais là, quand l'accident est arrivé, puis t'avais-tu fini le secondaire ou sûrement pas? Non, j'avais pas terminé. J'étais en 4e secondaire. OK. Et comment ça s'est... T'as fini ton secondaire, j'imagine? Oui, ben ça a été tout cet enjeu-là, justement, de reprendre... C'est là qu'on commence un peu à comprendre. Puis tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça a été... Bon, j'ai fait de la mobilité, tout ça. Tu sais, j'ai fini ma réadaptation physique, l'apprentissage du braille, tout ça. Puis j'étais allé en classe à la Fondation Mira pour avoir mon premier chien guide aussi. À ce moment-là, j'étais rendu à 17 ans. Puis, donc, excusez. Donc, tout le processus de réadaptation me conduisant à retourner à l'école, finalement. J'ai recommencé l'école, je venais d'avoir mes 18 ans, avec mon chien guide, mon ordinateur portable, puis tout ça. Puis mes livres en braille que je traînais, parce qu'on n'avait pas encore trop de logiciels. Il n'y avait pas encore Internet, vraiment, à ce moment-là. Non. Puis, c'était moins miniaturisé que ce l'est aujourd'hui. Puis je dirais que c'est beaucoup là, quand j'ai recommencé l'école, que c'est là que j'ai commencé à réaliser justement le regard des gens sur moi, puis tout ça, puis de réaliser que, comment dire, que ma gang d'amis était moins grosse, là, tu sais, depuis que j'étais à l'école comme non-voyant. C'était comme une autre façon de vivre mes relations sociales, là, tu sais. C'est ça, j'allais dire, parce que c'est sûrement pas tous les amis qui ont suivi. Puis, non, vraiment pas. Non. Puis les nouveaux amis sont des fois plus difficiles à... les gens nous approchent pas de la même façon, forcément. Puis, ben, c'est ça. C'est comme on dit, des fois, je dirais que ceux qui viennent, soit ils viennent plus pour les bonnes raisons, soit c'est comme une curiosité qu'on vient parler au gars qui est aveugle à l'école parce que, bon, je sais pas, il n'y a pas d'amis ou quoi que ce soit, là, tu sais. Ben, quoi que je l'ai jamais ressenti comme une certaine forme de pitié, là, mais tu sais, c'est dur à évaluer, je trouve.
Et comment tu as vécu ça? Est-ce que tu allais un peu vers les autres? Comment ça s'est passé? J'allais un peu vers les autres, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient bienveillants, je dirais, puis avec qui j'ai quand même entretenu des relations conviviales, tu sais, que ça restait à l'école, mais c'était très bien à l'école, si je peux dire. Puis je me suis fait quelques autres amis. Puis considérant aussi certains que j'avais conservés d'après mon accident, tu sais, je les ai pas toutes perdues du jour au lendemain. Ça s'est comme éparpillé un peu, là, tu sais, au fil des mois, des années, là, je dirais. Mais comme à l'école, quand, admettons, c'était le temps de faire, je sais pas, des travaux d'équipe, des affaires comme ça, ça allait, t'avais des... Ça allait bien, oui. J'étais capable d'aller vers les gens quand il fallait, ou il y avait des gens aussi, je pense, qui voyaient que, tu sais, il est tout seul dans la classe, il voit pas vers qui aller. Ils disaient, hey, on est juste deux dans l'équipe, veux-tu venir avec nous? Puis de là aussi, ben, j'ai développé certaines relations, certaines connaissances aussi, là, au niveau quand j'étais au secondaire encore. Puis avec les professeurs, tout ça, comme l'adaptation dans l'école, est-ce que ça... Ça l'a très bien été, mais j'ai été je me rends compte que j'ai ouvert le chemin beaucoup, parce que quand tous les professeurs, à peu de choses près, c'était la première fois, je pense, qu'ils enseignaient avec un élève avec des besoins, en tout cas des besoins spéciaux, des besoins aussi spéciaux que les miens, mettons. Puis même quand j'ai poursuivi mes études, après, quand j'ai eu terminé mon secondaire, j'ai poursuivi au cégep où j'ai fait une technique en travail social. Puis même là aussi, j'ai toujours eu beaucoup de collaboration, mais j'ai eu beaucoup aussi d'éducation à faire là, parce que j'étais le premier là dans beaucoup des cas. Fait que, mais il y avait une réelle ouverture là que j'ai sentie. Et aller au cégep en travail social, ça, est-ce que c'était comme quelque chose que tu avais envisagé, parce que tu parlais plus comme d'enseignement puis tout ça, de faire travail social, comment ça t'est venu? Ben, j'avouerais, le travail social, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais c'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé, mettons, avant mon accident, forcément. Mais là, tu sais, je finissais mon secondaire 5, tout ça, puis je regardais les prérequis que ça prenait pour aller au cégep. Après ça, les prérequis que ça prenait pour aller au cégep, mettons, en travail social à l'université ou en psychologie même, ça prenait des mathématiques assez calées. Puis moi, les mathématiques en braille, déjà que les maths, c'était pas ma force, même quand je voyais. En braille, là. Ça demande bien du travail, hein, c'est ça. Tu sais, fait que la technique en travail social m'offrait la possibilité, finalement, de faire ça sans maths. Fait que, ben, il y avait des maths que ça me prenait au secondaire pour rentrer au cégep, mais tu sais, j'avais pas besoin. Ça pouvait être les maths de base de secondaire, là, puis c'était correct, là. C'est ça, exactement. Fait que j'étais allé un peu vers ça, par des intérêts quand même personnels, mais aussi, il y avait comme une fenêtre d'opportunité, là. Puis, tu sais, j'ai peut-être eu cette chance-là dans ma malchance quand j'ai perdu la vision. Tu sais, moi, je m'orientais pas pour être mécanicien, mettons, ou une job très manuel. J'étais pas manuel de base, là. Ouais, c'est ça. Au moins, c'était pas non plus comme un... Mais j'avais pas faire un U-turn total à faire, là, c'est ça. Dans tes projets futurs, là, de travail. Exact, c'est ça. Et là, bon, là, tu as dit technique en travail social. J'ai pas le choix de te questionner un peu là-dessus parce que j'en ai fait la moitié, moi aussi, de cette technique-là. Je l'ai pas complétée, mais j'en ai fait quand même un petit bout. Puis en 97, ça fait que c'est, bon, encore là, dans les... à peu près dans ces années-là. Hein? C'est ça, oui. Ça s'est passé comment? Parce qu'il y a des stages là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que ça a été bien? Est-ce que... oui, ça a été bien, mais encore là, ça va me permettre peut-être de faire un lien plus tard quand on parlera d'accéder au marché du travail. Ben, accéder au marché du stage, tu sais, mon premier stage, ça a été assez facile de me placer, mais je me suis ramassé dans une place où il n'y avait pas grand-chose à me faire faire. Tu sais, fait que c'était comme facile pour eux de me prendre. Puis moi, je trouvais que j'étais là, je faisais pas grand-chose, puis ils savaient pas trop quoi me faire faire, tu sais, ou quoi que ce soit. Puis c'est souvent le cas, dans des stages, là. C'est ça. Encore récemment, je parlais avec un ami qui
il me disait ça. Il dit, ils m'ont pris, puis on dirait qu'ils n'ont rien à me donner. Exactement, c'est ça. Puis mon deuxième stage, la même affaire, ils m'ont pris, mais pour me dire qu'à mon troisième, ils pourraient pas me prendre, parce que le troisième, c'était comme le stage où tu faisais de l'intervention au plus. Puis là, ils se sentaient pas capables de m'encadrer. Mais finalement, par contre, je suis allé dans mon troisième stage où là, ça a bien été, où j'étais dans un organisme communautaire, une association coopérative d'économie familiale. Puis j'ai même, je dirais, eu mon premier emploi en finissant mes études là, comme un stage, un contrat d'été, mais quand même, ça a été ma première expérience de travail. Expérience professionnelle, ouais. Qui s'est présentée quand même assez, sans que tu aies trop à chercher, là. Non, c'est ça. Parce que moi, quand j'étais en travail social, ce qu'on me disait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars là-dedans, hein, puis... on me disait, non, il n'y en avait pas beaucoup, moi non plus. C'est ça, j'imagine que c'est assez généralisé. Puis on me disait, on a besoin de garçons là-dedans, mais il y avait beaucoup de stages que les garçons, on ne pouvait pas aller de toute façon, parce que c'était dans les maisons de femmes battues. C'est ça, ou effectivement. Comment tu t'es senti, toi, en tant qu'homme là-dedans? Est-ce que ça t'a un peu chicoté ou pas plus que ça? Pas si pire parce que peut-être justement dans mes milieux de stage, j'ai pas à Lévis, j'ai pas eu cette difficulté-là. Puis le fait d'être avec beaucoup de femmes, des fois peut-être le fait aussi que j'étais la seule personne avec un handicap dans toute la technique, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais tu sais, vu que c'était toutes des filles, honnêtement, les filles sont un peu plus maternantes que les gars. Fait que des fois, non, mais c'est vrai, mais tu sais, pour porter assistance à quelqu'un, tu sais, honnêtement, tu sais, fait que je l'ai comme pris de ce côté-là. Puis, mais effectivement, dans mes milieux de stage, même les employés, c'était juste des femmes. Dans tous les stages que j'ai faits, excepté le deuxième que j'ai pas pu poursuivre à mon troisième, qui était à la protection de la jeunesse, où il y avait quelques gars, mais c'était pas dans des postes d'intervention en lien avec la clientèle, disons. Là. OK. Puis, mais comme on disait aussi, tu as eu beaucoup de... Il a souvent fallu que tu expliques ta situation, que tu expliques avec quoi tu travaillais. Comment, c'est ça, pour des stages, puis qui était prêt des fois, tu sais, je sentais qu'il était prêt à intégrer un stagiaire qui était non-voyant, mais j'avais pas l'impression que c'était forcément pour le développement de l'étudiant, mais eux le voyaient comme un défi, comme une expérience d'avoir un stagiaire comme ça, mais sans forcément avoir une préoccupation du bagage pédagogique, mettons, que cet élève-là pas pour ton parcours scolaire à toi comme tel. Ah, ben c'est quand même spécial, ça, parce que... Mais quand je dis ça, c'est un feeling, une impression que j'ai ressentie. Ben oui. C'est ça. Ben, c'est correct aussi, là. Là, tu disais, le troisième stage, il a débouché sur un emploi d'été, ça fait ça? Ça a été comme première expérience comme telle de travail? Oui, ça a été, en tout cas, première expérience de travail depuis que, disons que j'avais perdu la vision. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais été plongeur. OK, tu avais travaillé un peu, là. J'avais travaillé un petit peu avant. OK. Puis je dirais que même avant mes études, j'avais donné quelques conférences aussi. J'avais été approché par différentes écoles, des professeurs qui m'avaient croisé, tout ça, puis qui m'avaient demandé de venir rencontrer les élèves dans leur classe. Fait que c'est un peu comme pour faire un témoignage là, comme une fois, c'était un professeur, elle m'avait vu passer dans le quartier avec mon chien guide. Fait que j'étais allé donner une conférence sur les chiens Mira dans une école primaire. Fait que j'ai fait ça un peu à travers ma scolarité, même au secondaire, au cégep, ou même dans ma vie professionnelle, là, je peux dire. Et ça, c'est quelque chose que tu as aimé, ça? Tu t'aimais parler en public, les questions, parce que les questions, on sait des fois que ça peut être... ça vient de tout bas, de tous côtés. Surtout les enfants, c'est sûr que des fois, ça pose des questions sans filtre, mais oui, ça a toujours bien été parce que, tu sais, je parlais un peu aussi, tu sais, de mon expérience de vie, tout ça, fait que, tu sais, c'est pas comme m'apprendre une présentation, tu sais, c'est ma vie, fait que je peux pas n'oublier des bouts. Puis j'étais quand même assez à l'aise avec ça aussi parce que ça m'a peut-être permis de
sentir, tu sais, comme je disais tantôt, je sentais quand j'ai recommencé l'école, tout ça, que les gens comprenaient pas trop comment se comporter des fois face à une personne handicapée visuelle. Ben, le fait d'aller dans les écoles puis de parler aux jeunes, ben, c'était une bonne façon de prendre contact avec l'autre. Puis puis j'en ai fait vraiment beaucoup au fil des années. Puis des fois, je recroise des jeunes, à cette heure, sont rendus à 20-25 ans. Oh, puis ils t'avaient vu dans le temps. Ils m'avaient vu quand il y avait 10 ans, tu sais, puis ils m'en parlent. Fait que je me dis, ça a dû laisser une trace C'est quelconque. ça, ça a été... ils s'en souviennent, ça fait que c'est bon. Revenons un peu au premier emploi d'été, là, suite... ça s'est passé comment? Ça a été une belle expérience? Oui, ça a été une belle expérience. Comme je disais, c'était dans un organisme communautaire où il y avait 4 employés. Puis ça a été comme suite à mon stage. En fait, moi, j'avais comme terminé ma technique, mais il me restait 2 cours à finir, genre un français puis un philo, quelque chose comme ça. Les cours obligatoires. Là, les cours, hein, c'est ça, tu sais. Fait que là, eux autres, on était en réunion d'équipe, puis l'autre, il regardait à peut-être engager quelqu'un en carrière été. Mais il avait pas pensé à moi, parce que moi, tu sais, en théorie, j'avais fini, je n'étais plus aux études. Fait que là, je leur ai dit, tu sais, il me reste encore 2 cours, moi, je la prendrais peut-être, cette job-là. Puis, moi, vu que j'avais été là en stage, ben, déjà là, il y avait une intégration qui était déjà faite. C'est ça, tu étais déjà installé, puis tu savais déjà comment ça fonctionnait un peu. Ça m'a permis d'avoir une première expérience dans mon domaine, si je peux dire. Puis ça coïncidait aussi, tu sais, vers la fin de mes études. Puis moi, entre-temps, j'étais, parce que quand j'étais au secondaire, je vivais encore chez mes parents quand j'avais 16-17 ans. Mais en cours de cégep, mettons, ben, je suis parti en appartement. J'étais allé vivre avec une fille. Puis, fait que là, j'arrivais à la fin de mes études, là, j'avais une job, tout ça, c'était bien, mais parce qu'après ça, ben, je voyais qu'il fallait que je m'en trouve une autre job parce que, à un moment donné, ben, j'ai plus de pré-bourse, puis il faut que je paye le loyer, là, si je peux dire. Fait que ça a été une autre prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là. Tu sais, je pensais que ça serait plus facile que ça, me trouver du travail dans un domaine comme le travail social pour une personne non-voyante. Je me disais, tu sais, c'est pas comme si je voulais être chauffeur d'autobus, là, tu sais, je peux, tu sais, mais pour me rendre compte, finalement, c'est ça que c'était, somme toute, assez difficile parce que la plupart des jobs, ils demandent d'avoir une voiture pour aller à domicile ou même quand ils demandent pas des exigences comme ça, ben, je pense que la méconnaissance du handicap visuel fait en sorte que beaucoup d'employeurs, finalement, ont même pas accepté de me rencontrer. Ouais, ils veulent pas même se donner la peine d'évaluer. Et c'est ça qui t'est arrivé? Ça a été long? Ça a été compliqué avant de trouver autre chose? Ben, ça n'a pas été si long que ça, parce que quand j'ai eu mon emploi d'été, comme je disais, puis après ça, j'ai refait une session au cégep disons, en décembre. Puis là, après ça, bon, j'avais fini mes études, j'avais plus de pré-bourse, plus rien. Mais rapidement, je me suis trouvé un emploi parce que j'avais quelqu'un que je connaissais, disons, un cousin de la fesse gauche, là, qui était dans une fondation à Québec qui s'appelle la Fondation Cécitas. C'est une fondation que tu connais peut-être. Oui, c'est parce que, en tout cas, une invitée que j'ai interrogée récemment m'en a parlé, là, ça fait. Oui, c'est ça. Puis donc, eux, à l'époque, ben, je suis comme allé les rencontrer en leur disant, ben, bonjour, tu sais, moi, j'ai une technique en travail social, je suis disposé à travailler, tout ça. Puis, à ce moment-là, eux m'avaient comme donné un montant, disons, forfaitaire pour aller faire une espèce de rapport, une analyse des différentes mesures d'aide à l'employabilité des personnes handicapées visuelles, handicapées de manière générale, mais handicapées visuelles dans ce qui me concernait, comme des ressources comme les centres locaux d'emploi, les CEMO, la Croisée, toutes les centres de main-d'œuvre comme ça. Fait que j'ai passé par ces ressources-là en essayant dans le fond, ma job, j'étais engagé par la Fondation Cécitas pour essayer de me trouver du travail, dans le fond, puis pour en faire un rapport. OK. Fait qu'après 6 mois, en passant par toutes ces ressources-là, j'ai fait un beau rapport d'une 15aine de pages, puis je m'étais pas trouvé de travail. Pour force de constater peut-être que les ressources n'étaient pas tout à fait adaptées pour, en tout cas,
à ce moment-là, je m'en suis pas trouvé. Fait que là, à partir de ce constat-là, ben j'ai comme pu avoir un autre contrat avec la Fondation Cestas où eux m'ont engagé pour comme agent de développement pour développer, essayer de mettre en place différentes ressources à l'attention des personnes handicapées visuelles, un peu pour l'aide à l'employabilité ou pour différents besoins que je pouvais cerner là, en la matière. Donc j'ai travaillé pour cette fondation-là encore 1 an de plus là, comme agent de développement, où j'avais mis en place différentes activités, des randonnées en vélo tandem, j'avais mis en place un service d'écoute téléphonique, des choses comme ça. Puis c'est un peu par le biais de cet emploi-là que j'ai été mis en contact aussi avec le regroupement des personnes handicapées visuelles région 0312, l'organisme pour lequel je travaille depuis actuellement et depuis 2005. Quand même, ça fait déjà un certain temps. Puis, ça a fait 15 ans au mois d'octobre. OK. Et c'est ça, donc c'est ça, suite à... comme je dis, j'ai été mis en contact avec le RPHV. C'est l'acronyme là, pour les fins de l'entrevue, le regroupement des personnes handicapées visuelles. Et donc, j'ai été un petit peu avant, en fait, pendant que j'étais sur la fondation, pour la Fondation Cestas, j'avais été élu secrétaire du conseil d'administration, mais un poste que j'ai occupé peut-être seulement 2 mois, parce que quand il y a eu une offre d'emploi au regroupement, j'ai démissionné du conseil d'administration pour postuler sur l'emploi, puis je l'ai obtenu. OK. Et c'est ça. Donc, j'avais été engagé à l'époque comme agent de sensibilisation et responsable des plaintes individuelles. OK. Donc, parce qu'il faut savoir, le regroupement, le RPHV, c'est un organisme de défense collective de droits des personnes handicapées visuelles et de services, un peu comme le RAM à Montréal et d'autres organismes là, dans la province. Et donc, comme responsable des plaintes individuelles, j'assistais les personnes handicapées visuelles dans la défense individuelle de leurs droits, dans le fond, s'ils avaient été discriminés pour différentes raisons, dans différentes circonstances. Et comme agent de sensibilisation, c'était d'organiser, c'est ça, des activités de sensibilisation à l'attention de la population. Un peu comme j'avais déjà fait par le passé, là, comme je disais que j'avais donné des conférences dans les écoles, j'ai poursuivi ça aussi au RPHV, mais peut-être avec une clientèle un peu plus élargie, là, des futurs intervenants dans des hôpitaux, dans des intervenants du réseau de la santé pour les sensibiliser à l'approche d'une clientèle handicapée visuelle. Ouais, directement dans les fonctions qu'ils allaient avoir à effectuer, là, peut-être. Exact, ouais. C'est ça. Et les gens qui faisaient affaire pour de la discrimination, tout ça, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce que ça... Quand même, oui, quand même beaucoup. Souvent, des fois, c'est des situations où ça peut se régler en donnant de l'information ou en expliquant un peu mieux comment tricoter dans le réseau de la santé, mettons, pour finalement savoir par où aller. Fait que ça réduit une plainte finalement parce que la personne, en sachant comment ça marche, ça l'enlève un motif de plainte. Ou des fois, ça peut être vraiment, des situations aussi où j'ai vécu ça dans des organismes, mettons, des entreprises privées, des bingos, mettons, où on refusait une personne handicapée visuelle à cause du braille. Je dis, voyons, elle voulait amener ses cartes en braille, puis il voulait pas. Puis il voulait pas. Moi, d'appeler là puis de dire, écoutez, pourquoi là ça marche? Et de dire, ouais, mais c'est parce que nous, on lit pas le braille, fait qu'on peut pas savoir. Fait que, des fois, juste avec un petit accommodement, en disant, OK, mais si cette personne-là arrive 15 minutes avant la partie, puis qu'elle vous dit c'est quoi qui est sur sa carte, puis vous le mettez au stylo à côté, ou. Puis il y a des cartes que les deux dessus, là. Que les deux dessus aussi. T'sais. Exactement, c'est ça. Fait qu'en expliquant, des fois, des façons comme ça permettait de résoudre des situations de discrimination, mais qui relevaient beaucoup aussi de l'incompréhension. Ouais, puis les gens connaissaient pas ça. C'est ça. Alors que des fois, ça va être vraiment quelqu'un qui je sais pas, qui s'est fait refuser de louer un appartement parce qu'elle était non-voyante ou parce qu'elle avait un chien guide, mettons,
ça peut être aussi des choses un peu plus flagrantes comme ça aussi. Qui sont plus difficiles à faire changer la vie, là, mettons, d'un propriétaire qui, lui, dans sa tête, il a le droit de refuser. Puis bon. Ben, je dirais que la vie du propriétaire est assez facile à faire changer. Parce que tu y arrives avec la charte, puis tu lui dis, écoute, t'as pas le droit. Ouais. Sauf que, tu sais, moi, j'ai-tu le goût de vivre dans un appartement où le propriétaire a essayé de me flusher, tu sais. En même temps, tu sais, oui, j'ai le droit d'aller là, mais est-ce que c'est ce que je veux? Tu sais, c'est délicat un peu. Mm-hmm. C'est un peu touché, là, tu sais. Mais... Et est-ce que ton poste a changé depuis? Est-ce que c'est... je dirais que oui. Depuis, je dirais que au fil des années aussi, en côtoyant les personnes handicapées visuelles qui appelaient au RPHV, tout ça, j'ai pu peut-être un peu développer un peu un service un peu plus au niveau de l'écoute puis de l'accompagnement. Tu sais, des fois, une personne peut avoir de la difficulté avec Revenu Québec ou avec une démarche administrative quelconque, mais c'est pas forcément de la discrimination, c'est de la difficulté à s'y retrouver dans le système. Fait que des fois, en offrant de l'accompagnement aux personnes, ça permet finalement à ces personnes-là d'être plus autonomes, de mieux s'intégrer facilement. Donc, il y a cet aspect-là qui s'est développé beaucoup au fil des années. Puis depuis 2010 aussi, je suis directeur adjoint. J'ai comme monté de galon un peu. OK. Et donc, mais j'ai peut-être aussi pris plus des dossiers dans défense collective de droit, mais je le faisais déjà avant. Mais là, ça, en changeant de statut, être aussi présent sur les dossiers d'accessibilité, des tables de concertation pour l'accessibilité municipale, l'accessibilité Internet. Je suis aussi administrateur depuis 2008 du ROP 03, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la capitale nationale, qui regroupe 25 organismes couvrant tout l'ensemble des limitations motrices, sensorielles, tout ça, déficience intellectuelle aussi. OK, plusieurs handicaps, tout handicap confondu. Tout handicap confondu, oui. OK. Et je suis d'ailleurs, depuis 2012, je suis président du ROP 03. Et ça, est-ce que c'est difficile quand on voit pas nous-mêmes d'essayer de comprendre un peu tous les autres handicaps, de se mettre un peu à... Je dirais que oui et non. Je dirais que collectivement, ça me semble assez difficile. Individuellement, moi, personnellement, je pense que j'ai une bonne compréhension de tout ça, mais c'est là l'intérêt de travailler avec des organismes comme l'Europe qui conjuguent plusieurs types de personnes avec différents types de besoins. Comme par exemple, en 2011, je pense, en tout cas, le ministère des Transports avait comme questionné sur une norme pour concevoir les bateaux pavés, tu sais, les descentes de trottoirs. De trottoirs, ben oui. C'est ça. Puis nous, on voulait émettre une position là-dessus qui était en faveur des personnes handicapées visuelles, mais j'avais organisé une concertation avec un organisme de personnes avec une déficience motrice pour essayer de dégager une position que, tu sais, pour pas dire quelque chose que les personnes en fauteuil roulant vont dire le contraire, parce que eux, ça les dessert complètement. C'était d'essayer de trouver un compromis, finalement. Qui allait faciliter tout le monde, là. Tout le monde, c'est ça. Mm-hmm. C'est intéressant quand même, parce que, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un handicap, peu importe quel, est plus facilement en mesure de se mettre dans la peau de... Tu sais, pour avoir étudié comme en travail social, est-ce que les gens qui étudient en travail social vont souvent dire moi j'ai vécu des situations difficiles. Est-ce que tu penses que d'avoir un handicap, ça peut avoir ce côté? Je pense que oui, ça peut avoir ce côté-là effectivement de connaître, tu sais, moi, avant de commencer ma formation, il y avait déjà une partie du réseau de la santé que je connaissais, tu sais, ou des choses comme ça. Peut-être une certaine sensibilité aussi à d'autres besoins.
Mais je pense que à la base, je suis pas comme ça parce que je suis intervenant social, mais je suis intervenant social parce que j'avais quelque chose en dedans de moi, que j'étais comme ça, tu sais. Comme une ouverture, là, C'est ça. un Parce intérêt. que, Puis, oui, parce que sinon, j'ai tendance à remarquer, comme je disais, pour avoir côtoyé, mettons, bon, des organismes de personnes handicapées visuelles, évidemment, mais des organismes de personnes avec déficience motrice, déficience intellectuelle, déficience auditive, ou même des groupes, mettons, de défense de droits de personnes assistées sociales qui ont même pas de handicap. Puis je trouve que, malheureusement, souvent, les différentes revendications de tous ces groupes de pression-là différents se retrouvent pas dans les revendications des autres. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, là. ben, je pense que oui, mais en tout cas pour moi, oui, là. Mm-hmm. Tu sais, des fois, mettons, on dirait, mettons, les personnes handicapées visuelles appuieront pas quelque chose qui va appuyer all the way le groupe de personnes qui sont assistées sociales. Alors qu'un bon nombre de personnes handicapées visuelles vont quand même être sur l'assistance sociale, tu sais. Alors que, tu sais, il y a beaucoup de besoins de un qui se retrouvent dans les besoins des autres. Mais je trouve que les gens, ils vont avec leurs revendications sans se soucier si ça sert ou si ça À dessert les d'autres autres. clientèles. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que là, c'est une question peut-être un peu on parle entre nous là, mais tu sais, est-ce que tu trouves que tu sais comme je sais pas, est-ce que le gouvernement peut-être même s'y perd à un moment donné dans toutes les revendications de toutes les clientèles qui ont comme des fois l'air de pas s'entendre puis de Je pense que oui. Je pense que oui, parce que, tu sais, quand on essaie de faire front commun, arriver à l'Assemblée nationale, mettons, on a 30 secondes pour parler, puis on s'entend pas entre nous autres. C'est, tu sais, des fois, c'est difficile. Ça regarde pas bien. Je dis pas que quand il y a des assemblées, des sorties à l'Assemblée nationale, en général, ça se passe assez bien. Mais c'est des fois plus sur des comités qui regroupent différents organismes différents. Je trouve qu'il y a pas toujours beaucoup de solidarité, là. En tout cas, ça tend peut-être à s'améliorer un peu. Non, je dirais que ça tend à s'améliorer dans la région de Québec, mais il reste qu'il faut être prudent. Faut être prudent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on propose, parce que des fois, je trouve que c'est touché. Est-ce qu'il y a trop d'organismes qui se spécialisent dans une clientèle? Est-ce qu'il faudrait aller vers ça sur des organismes qui sont plus multi-handicapés pour essayer de, je sais pas, de s'entendre puis de... Ben, je pense pas, parce que les bons organismes qui sont multi-handicapés, en même temps, ils s'approvisionnent en information auprès de leurs groupes membres qui regroupent des personnes. Sur Europe, c'est bien important, justement, que l'expertise qui est véhiculée est basée sur l'expérience des personnes qui vivent les situations. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette diversité-là, mais c'est important aussi d'avoir un médium qui canalise les propos de tout le monde, mais que ça soit pas tout le monde en même temps, mais que ça soit quelqu'un qui soit capable un peu de je dirais pas de filtrer parce que ça serait pas bien, mais de prendre le bon de toutes ces positions-là puis d'essayer d'en faire une voie commune, tu sais. Est-ce que, comme monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui aura envie de s'impliquer, est-ce que ça prend des gens qui, je sais pas moi, qui ont un peu de gueule, là, puis qui ont pas peur justement, d'aller parler, d'aller dire qu'est-ce qu'ils ont besoin c'est quoi, dans le fond, que... Effectivement, je pense que ça prend des gens qui ont ben, on dit de la gueule, effectivement, mais parce que des fois, quand nos interlocuteurs, des fois, ils connaissent tellement pas ça ou sont tellement pris dans des conceptions erronées du handicap qu'il y a toute une déconstruction de l'imagerie, de l'imaginaire, si je peux dire, des gens qu'on essaie de sensibiliser, d'informer. Fait que, tu sais, ça prend des gens qui ont de la gueule, justement, qui ont pas peur de se prononcer, mais aussi ça prend des gens qui ont des solutions à proposer. Parce que, tu sais, d'arriver à quelque part puis de dire le site est pas accessible à quelqu'un qui connaît pas trop l'accessibilité, il va dire OK, comment ça qui est pas accessible? C'est ça, dites-moi en plus. Il y a pas de texte. OK, mais comment je fais? C'est ça, dites-moi qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donnez-moi des solutions. Puis je trouve qu'en travaillant
avec des personnes par le biais de différents comités où on va chercher cette expertise-là, puis des idées, des solutions. Des fois, des gens qui savent comment faire, mais ils n'ont pas le discours informatique ou le côté technique pour bien expliquer ça, mais ils ont l'expérience de leur situation. Puis on essaie de s'abreuver de ça, finalement, pour essayer de voir c'est quoi le problème, puis c'est quoi comment qu'on fait pour surmonter cette difficulté-là, tu sais, en faisant des tests, des fois des tests clientèle, mettons, tu sais, comme je parlais tantôt, des bateaux pavés sur les trottoirs. Ben, tu sais, j'ai organisé un petit groupe de 5-6 personnes, 2 en fauteuil roulant, mettons, puis 3 personnes utilisateurs de canne blanche, puis un utilisateur de chien guide, mettons. Puis on essaye une coupe d'intersection pour essayer de dégager une position, tu sais. Et c'est quoi qui... Parce que là, on parle un peu plus des côtés un peu plus... pas difficiles, mais un peu problématiques, là, la question de qu'il faut tout le temps un peu comme revendiquer et tout ça. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui te stimule, toi, le plus dans ton travail? Parce que là, quand ça fait 15 ans quand même qu'on travaille au même endroit, on doit quand même aimer ça. J'ai quand même quelque chose là. Hein? Oui, parce que j'espère. Oui, tout à fait. Ben, ce qui me stimule beaucoup dans mon travail, il y a un côté que, tu sais, je parlais tantôt d'avoir mis en place un côté un peu plus intervention individualisée pour accompagner les personnes. Ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, mais aussi le fait, je pense, que au fil des années, ben, d'avoir établi des façons de travailler avec différents collègues, des organismes avec qui on collabore, même des contacts avec des intervenants du centre de réadaptation qui nous permettent des fois d'aider une personne qui a des problèmes en réadaptation, de faire passer, pas par un raccourci, mais d'aider la personne à arriver à la bonne place. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai le sentiment que ça l'aide le monde. On a comme la certitude sur le champ là, que ça... Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, que l'action, c'est comme action-réaction, là. Pas toujours, mais plus souvent, disons. Mm-hmm. Mais aussi, au niveau de même quand je parlais tantôt des conférences que je donnais dans différents milieux, ben ça aussi, je me suis comme développé une certaine toile d'araignée là-dedans au fil des années, ce qui fait que j'ai plus vraiment besoin de faire du démarchage. Les gens m'appellent, tu sais, pour dans différents contextes, au cégep, à l'université, dans des écoles primaires, secondaires, ou fait que ça, je trouve ça porteur aussi parce que je me dis, si on me rappelle depuis toutes ces années, ben c'est qu'eux pensent que ça a un certain impact sur leurs étudiants, mettons, ou Ben, c'est parce que s'ils t'appellent, oui, puis en plus, comme tu disais tantôt, il y en a qui se souviennent de toi plusieurs années après, ça fait... C'est ça, fait que ça me donne l'impression que ça fait une différence pour certaines personnes. Fait que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis aussi, ben, le côté plus au niveau collectif, de la défense de droits collectifs, ben, tu sais, de travailler différents dossiers, puis de savoir que éventuellement ça permet de mettre des choses en place qui vont desservir d'autres personnes. Comme un exemple que je pourrais donner dans la dernière année pour les patients des établissements du CHU de Québec, ben en partant d'une demande individuelle d'une personne qui avait besoin d'assistance pour des rendez-vous médicaux, on s'est rendu compte qu'il manquait d'aide dans les centres hospitaliers pour aider les personnes handicapées visuelles à s'orienter, tout ça. Fait que ça a permis de mettre en place une directive qui est à l'ensemble des établissements du CHU de Québec pour permettre aux personnes qui nécessitent de l'assistance d'avoir quelqu'un à l'arrivée à l'hôpital, mettons, pour les aider dans leur déplacement puis dans les différentes choses qu'ils ont à y faire, là. Donc, ça, c'est le fun quand on travaille des dossiers collectivement, tout ça, puis à un moment donné, tu sais, paf, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour ça. On est vraiment très content de ça. On sent qu'on a les démarches, puis ce qu'on a expliqué, demandé, puis tout ça, ça a fait un fruit. Ça a porté fruit pour les autres, c'est ça, pour les gens qui suivent, puis que, tu sais, qu'il va y avoir des retombées positives, là. J'ai comme l'impression qu'il y a moins peut-être de routine, peut-être un peu dans... Peut-être moins de...
Ben effectivement, ben au fil des années, on dirait que les besoins évoluent beaucoup, puis aussi ben le fait d'être sur des aspects collectifs comme ça, ben le monde évolue tellement vite que ben les revendications, les besoins évoluent parallèlement aussi, fait que ça fait qu'on est toujours un peu en adaptation En là. constante Mhm. poursuite de toutes C'est sortes ça. de... Notamment ces temps-ci avec toute la question de la pandémie puis tout ça, ça nous amène à nous réinventer vraiment beaucoup là. J'aurais le goût de faire un petit retour en arrière, puis ça va peut-être nous amener à parler peut-être à deux, trois petits sujets avant de terminer. Mhm. Quand tu nous as dit que, bon, quand tu es parti en appartement, on en a compris Oui. que tu es parti quand même assez jeune de la Mhm. maison. Tu as dit avec une fille aussi. Mhm. J'imagine que, bon, c'était une coloc ou une Une, fille... une conjointe, ouais. Une conjointe, OK. Mhm. Une fille voyante, une personne... Oui, OK. oui. Euh, Sans rentrer dans trop de détails, là, bon, Mhm. partir en appartement, premièrement, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de gros? Est-ce que ça a été... Euh, ben, ça a été, ben oui, c'est une étape dans la vie de tout le monde, là, mais pas plus, ben pas plus, pas beaucoup plus dû au fait que j'étais non-voyant parce que tu sais, j'allais vivre dans un secteur quand même que je connaissais. Tu sais, j'étais pas, c'est pas comme si je changeais de ville, mettons, puis que je tout ça. Donc, tu sais, j'ai eu une adaptation assez facile à mon environnement. C'était à 5 minutes de marche du cégep où je faisais mes études, d'une épicerie, d'une pharmacie, tout ça. Puis le fait aussi, tu sais, que entre le moment où j'ai perdu la vision puis le moment où je suis parti en appartement, il s'est écoulé à peu près 6 ou 7 ans. Donc, pendant ces 6 ou 7 ans-là, ben, tu sais, je me suis habitué à ma condition de non-voyant, si je peux dire. Puis en partant en appartement, ben, aussi, ben, le fait de partir avec une femme qui était voyante, ben, tu sais, il y avait quand même un aspect plus facilitant à ce niveau-là, où moi, j'ai comme juste continué à développer mon autonomie, tu sais, pour les tâches ménagères, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, puis, ou développer aussi toutes mes stratégies, mettons, tu sais, pour payer mes factures. À ce moment-là, c'était accéder téléphonique, Internet est arrivé. Fait que, tu sais, j'avais comme un soutien pour développer ça. Fait que ma transition à la vie en appartement, c'est quand même bien fait. Les difficultés, ben les difficultés, pas les difficultés, mais tu sais, mais c'est aussi là, comme je disais au tout début, que ma prise de conscience du handicap s'est faite progressivement. Ben c'est fait quand j'ai vécu les premières discriminations en emploi, mais c'est fait aussi quand j'ai vécu les premières difficultés à me trouver de l'appartement parce que j'étais non-voyant, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que, mais comme j'étais pas seul, ben tu sais, j'étais capable de faire face à tout ça. Ça s'est bien passé quand même là. Mais j'ai envie de Puis, poser une question que je peux pas poser à n'importe qui parce que mhm, bon, mais tu sais comme parlons de tâches ménagères. mhm, Est-ce que tu en avais fait un peu parce que tu sais bon, tu sais moi je parle avec des gens qui ont perdu la vision, tu sais comme à 20 ans puis ils me disent bon, moi mhm. je suis capable de démonter un moteur parce que bon, je savais comment c'était fait, Ouais, ouais, tu ouais. sais. Tu vois un peu puis quelqu'un qui Pas l'a moi. jamais vu, tu sais. Non, pas moi. Non. Non, pas moi. Moi, j'ai perdu de la vue à 16 ans, puis avant 16 ans, ben, tu sais, je dis pas que j'avais jamais fait de tâches ménagères, mais tu sais, je Ben, faisais tu la nous as dit que tu vaisselle. avais fait plongeur, là, ça fait que Ouais, déjà. puis ouais, c'est ça, tu sais, j'avais quand même ça. Puis quand j'ai perdu la vision, ben, on dirait que je me suis comme forcé à essayer de développer cet aspect-là de moi, OK. justement pour le jour où je serai en appartement, ou tu sais, essayer de tu sais, d'apprendre à cuisiner un peu avant d'être rendu en appartement. Je suis pas un grand cook, mais tu sais, je me débrouille. Donc ça m'a permis de mettre ça en place parce que quand je suis parti en appartement, celle avec qui je suis parti en appartement, ben, c'est également la mère de mes 2 enfants. Puis je vous dirais que là, quand on arrive à changer les couches puis à aller porter des enfants à la garderie, là, on tombe dans l'adaptation, puis il faut que tu trouves des façons, puis tout ça, parce que c'est vraiment une autre paire de manches, là.
ça s'est bien fait, mais tu sais, quand même, faut être tout là. Faut faire comme comme les autres pères font, puis aider la Ouais, conjointe, puis que ce c'est soit pas ça. toute la mère qui fasse, puis Qu'ils fassent tout, c'est ça. Puis moi, comme à ce moment-là, ma conjointe avait un emploi, elle travaillait sur des chiffres. Fait que des fois, le matin, c'est moi qui me levais, puis qui levait, à ce moment-là, j'avais rien qu'un enfant, mais tu sais, qui donnait le biberon, tout ça, puis qui allait le porter à la garderie. Fait qu'il a fallu que je trouve une garderie quand même pas trop loin de la maison, qui se faisait à pied. Puis moi, je mettais mon fils dans un porte-bébé ventral là, pour aller le porter à la garderie. Puis après ça, j'allais prendre l'autobus pour aller au travail. Donc, ça a été toutes sortes de petits trucs comme ça que j'ai pu mettre en place, là. mais que tu te sentais quand même comme quand tu partais avec ton enfant, là, je veux dire, t'étais à l'aise, t'étais bien, Oui, oui. Ben, tu sais, j'avais quand même pu mettre développer mon autonomie, tout ça avant. Puis, tu sais, je m'étais senti quand même supporté dans le développement de ces capacités-là, mettons, si je peux dire. Puis, fait que, tu sais, ça m'a, je pense, permis de pouvoir justement m'assumer quand même pas mal dans mon rôle de père, puis de pouvoir quand même faire des activités avec mes enfants, puis de pas, tu sais, de pas trop m'empêcher de faire des choses parce que j'étais non-voyant, justement. c'est ça, d'être actif comme père, là, Mhm. comme n'importe C'est quel ça. père. Mhm. Et tu disais, tu as eu, des fois des discriminations pour les logements, puis tout ça. Ça a été quoi les autres? Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés un peu reliées à Ben, ton handicap? oui, je peux dire, ben, tu sais, j'ai eu de la difficulté des fois à obtenir des taxis parce que j'avais un chien guide, mettons. Ça m'est déjà arrivé. OK. J'ai même porté une plainte à la protection des droits de la personne pour une histoire concernant les taxis. Je nommerai pas la compagnie, là. Non, mais Mais, ça à Longueuil puis à Montréal, on en a entendu plein aussi, ouais, hein? ouais, ouais, j'imagine, ouais, ça. Puis, c'est ça, des difficultés aussi, même avec l'Assemblée nationale, là, pour les pétitions en ligne. Tu sais, des choses comme ça. Euh, Sinon, tu sais, beaucoup de situations, je pense que quand quelqu'un vient pour me discriminer parce que je suis non-voyant, ça m'est arrivé aussi de pouvoir m'expliquer puis d'en venir que la personne comprenne que ah ben ok, tu sais, parce que sinon, je dirais que je m'en suis tiré quand même assez bien là-dessus. Là. C'est ça, mais tu avais comme un peu l'habitude d'expliquer, là, tu sais, Ouais, d'avoir à expliquer certaines choses, puis ben c'est ça, d'avoir vécu quelques situations personnelles, même avant de travailler dans un organisme de défense de droit. Mais à partir du moment où tu arrives là-dedans aussi, ben il y a certains réflexes que j'ai qu'une personne qui est pas dans ce milieu-là aura peut-être pas. aura pas, ouais. C'est ça, tu sais, parce que quand on connaît nos droits, c'est plus facile de les défendre. Là. Effectivement. Mhm. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de loisirs un peu. Est-ce que toi, tu as fait des loisirs dans des organismes de personnes non-voyantes ou si tu Pas, t'organisais comme par toi-même? ben, je m'organisais plus par moi-même parce que moi demeurant à Lévis, des organismes spécialisés, mettons, en déficience visuelle, il y en a pas vraiment. Il n'y a pas d'organisme de loisirs. OK. Donc, tu sais, j'avais, disons, mes quelques amis quand j'ai perdu la vision. Comme je dis, j'en ai perdu quelques-uns, j'en ai gardé. Je m'en suis fait d'autres au secondaire, tout ça, au cégep. Puis, j'ai toujours continué d'avoir des loisirs. Tu sais, comme je disais tantôt, j'aimais beaucoup la lecture, beaucoup le cinéma aussi. Puis c'est un intérêt que j'ai gardé, même quand j'ai perdu la vision. Tu sais, des spectacles, des choses comme ça. Pas forcément, mettons, jouer au goalball ou des sports adaptés. N'ayant jamais été quelqu'un trop porté ces sports d'équipe, euh, tu sais, j'étais plus à organiser des soupers entre amis, aller prendre un verre, aller voir un spectacle, une pièce de théâtre, un film au cinéma. Un peu plus l'aspect culturel, C'est l'aspect... ça. J'ai fait un peu un peu plus jeune, j'avais un vélo tandem, je faisais quand même du tandem. Ben, Puis ça j'ai garde fait en forme, ça, le ouais, tandem. quand même. J'ai fait du patin roue aligné aussi un bout de temps.
C'est drôle parce que quand j'étais voyant, je voulais pas d'en faire, j'avais comme peur. Puis quand un coup j'ai perdu la vision, un moment donné, un de mes amis, il m'a dit « Ouais, Jean-Michel, c'est aujourd'hui que ça se passe. » Puis il m'a comme tordu le bras un peu, puis je l'ai fait, puis j'ai aimé ça. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Tu l'as fait encore là par défi ou parce que tu avais moins peur? Ou... Je dirais plus parce que j'avais moins peur. Vraiment parce que je pense que je l'avais essayé avec mon ami, justement, puis il m'avait peut-être permis de me rendre compte, finalement, que c'était pas si pire que ça. Puis c'est avec cet ami-là, entre autres, puis et d'autres que j'ai fait de la raquette, du ski de fond, des choses comme ça. Mais donc, c'est que tu as essayé quand même une couple de choses. Plusieurs choses, oui. Mais tout le temps avec comme tes amis voyants. Ouais, c'est ça. Okay. Pas que j'ai pas d'amis non ou malvoyants, mais pas dans ce contexte-là. Tu sais, ça a comme jamais vraiment donné. Puis en fait, je dis non, j'en ai pas beaucoup effectivement parce que à Lévis, j'ai pas eu l'occasion. Tu sais, j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer d'autres de toute façon. Fait que j'ai toujours été dans des loisirs un peu plus traditionnels là. OK. Mais c'est quand même intéressant parce que ça prouve que tout se peut dans le fond. Hein? Mm-hmm. C'est pas, c'est bon. Quand on a accès à des organismes, on peut y aller, on peut aller tirer ce qu'on a besoin d'en tirer, mais c'est pas non plus essentiel. C'est pas obligatoire. Mais ça peut être bien aussi, par contre, parce que tu sais, des fois aussi des loisirs de voyants. Ben tu sais, des fois aller faire du 4 roues. Ben, tu sais, c'est tout le temps toi qui es assis en arrière, puis tu vois pas forcément la bosse arriver. Fait que t'as pas autant de fun que tes autres amis, tu sais. Fait que certains de ces loisirs-là, par contre, qui amènent pas le même... Ben, tu sais, auquel je participe pas forcément ou pas autant, parce que je suis sûr, tu sais, c'est pas... ça me rejoint peut-être un peu moins, mais de manière générale, tu sais, je dirais que mes amis sont quand même conscients du fait que je vois pas, fait que, tu sais, ils de tenir un peu compte. Ils en prennent acte, ils en tiennent compte, c'est ça. C'est Exactement. ça. Puis je trouve ça intéressant parce que on va terminer bientôt, je pense, à moins qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter, mais je trouve ça très intéressant ce qu'on s'est dit aujourd'hui. En gros, moi, ce que j'en retiens, parce que je retiens quelque chose de chaque entrevue que je fais. Ah, super. Et je pense que c'est important de mentionner nos besoins, de dire de quoi on a besoin, puis d'être capable de l'expliquer aussi, tu sais, pas juste d'aller crier, chialer, on passe pour des chialeux, mais d'arriver, comme tu disais, je pense, avec des solutions, avec des explications puis des solutions. C'est ça, des solutions, puis d'expliquer pourquoi ça marche pas, puis c'est vrai dans mon travail, mais même dans nos vies de tous les jours, je pense que quand on arrive à quelque part puis qu'on est confronté à un obstacle, puis qu'on est capable de bien exprimer ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, en règle générale, les gens sont tout à fait disposés à... De manière générale, je dirais que les gens sont plutôt bienveillants que le contraire. Ouais. Puis tu dis la vie de tous les jours, parce qu'on va pas non plus se le cacher, les obstacles, tu sais, on parlait de l'Internet. Bon, ben les sites Internet, il y en a plusieurs quand même qui sont inaccessibles ou partiellement accessibles. C'est ça. Quelqu'un qui veut se trouver un cheval de bataille, là, c'est pas si c'est pas ça qui manque. C'est pas difficile, là. Ça fait que... Absolument. J'encourage les gens à le faire. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer aujourd'hui parce que, bon, je me trompe rarement, là. On a appris plein de choses. Ça a été important. Ça a été intéressant. Bon, évidemment, tu es venu me chercher un peu avec le côté travail social. Moi, j'ai pas poursuivi là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et bon, je pense que ça l'a intéressé aussi plusieurs personnes. Ah ben moi, je trouve ça très intéressant comme entretien aussi. Bien, merci beaucoup. Et bien, merci. À la prochaine. Au plaisir. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche.
Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!